Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi France 3 Centre-Val de Loire chaque jour pour votre rendez-vous 9h50 le matin. Nous sommes le jeudi 8 février et comme chaque jeudi, je suis accompagné d'Émilie et notre invitée du jour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça va Émilie? Très bien. Il y a comme un petit air, comme un petit parfum de Saint-Valentin aujourd'hui dans 9h50 le matin. Oui, avec des nouveautés qui peuvent vous donner des idées de cadeaux pour la Saint-Valentin, notamment un parfum qui a été créé entre autres, elle fait partie de l'équipe en tout cas d'une gamme de parfums à Paris, une jeune femme du Loiret qui a créé l'un des derniers parfums d'une gamme. Regardez, elle est là. Elle s'appelle Mélissa Vagolala. Elle a fait l'école supérieure d'art et de design d'Orléans et elle a participé à la création là d'un parfum qui vient de sortir. Ça peut être une bonne idée. Voilà, ambiance enivrante dans quelques instants et ambiance blanche aussi, vous l'avez vu depuis hier, il y a beaucoup de neige en Centre-Val de Loire, mais pas besoin d'aller à la montagne avec Guillaume puisque vous proposez au nord d'Orléans, à Saran, de l'escalade à l'intérieur, évidemment, au chaud. On verra cette activité dans quelques instants, mais aussi on découvrira après ce mur d'escalade qui est quand même assez impressionnant, eh bien on découvrira l'exposition événement de ce début d'année à Orléans, la photographe que vous voyez, Sabine Weiss, est à l'honneur dans 3 lieux, notamment dans la galerie Le Garage. Michel Dubois, galeriste, ami de l'artiste et à l'origine de l'accrochage, sera avec nous pour évoquer le parcours exceptionnel de cette dame. Cette jeune femme aussi, évidemment, est exceptionnelle chaque jour dans 9h50 le matin. Je veux bien entendu parler de Héloïse qui aujourd'hui est à Blois, à la maison des parapluies. Alors Héloïse, bonjour. Épargnez-nous quand même de la pluie. On veut garder cette neige le plus longtemps possible. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Le parapluie, il marche aussi bien pour la pluie que pour la neige, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, il vous sera fort utile pendant tout cet hiver qui va, à mon avis, traîner un petit peu en longueur. Je vais quand même aujourd'hui vous redonner du baume au cœur. Pourquoi ? Parce que on va rencontrer Nathalie, c'est elle qui les fabrique, ces parapluies. Il n'y en a plus beaucoup des fabricants artisanaux de parapluies en France. Nathalie, elle s'est lancée dans l'aventure en 2016. Elle avait envie justement de créer des choses de ses mains. Elle avait envie de refaire de la fabrication française et artisanale. On va évidemment aller la voir dans un atelier et tout savoir de la fabrication des parapluies, de toutes les étapes qu'il faut respecter. Et vous allez voir, il y en a pas mal. Du coup, je vous donne rendez-vous dans un petit instant. On sera dans son atelier à quelques mètres d'ici. Ici, on est dans le quartier des artisans, justement, à Blois, au pied du château, recouvert de neige. Et oui, haut en couleur, en tout cas, le parapluie que vous portez ce matin. Et je suis sûr il est beau, il va bien dans l'environnement. Il vous va parfaitement. Ouais. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Ça pourrait d'ailleurs être une idée cadeau, que l'on soit homme ou femme pour la Saint-Valentin la semaine prochaine, Émilie. Et dans ce domaine, justement, on va évoquer un parfum. Un parfum, vous allez dire, c'est pas très très original pour non, la Saint-Valentin. Moi je trouve comme ça cadeau. quand même assez classique. Ah, mais non, parce que la créatrice, en tout cas l'une des personnes qui a créé cette gamme de parfums, comme disait Héloïse à l'instant, elle avait envie, sa créatrice à elle, de parapluie, de créer de ses propres biens. Et bien nous, chez nous, dans le Loiret, elle avait aussi envie de créer par ses propres mains des choses. Elle s'appelle Mélissa Vagolala. Elle a fait l'école supérieure d'art et de design d'Orléans. Et puis quand elle en est sortie diplômée, elle a intégré l'équipe d'une petite marque de parfums haut de gamme à Paris il y a tout juste 1 an. Et elle a participé là-bas à plusieurs parfums déjà, création des coffrets comme ceux que j'ai ici, du design des flacons jusqu'à la publicité. Elle est dans cette équipe de parfumeurs, elle est design junior, elle assiste la directrice artistique dans tout ce que je vous ai dit, du design des coffrets jusqu'à la pub, elle a fait tout plein de choses. Et le concept de ces parfums-là, c'est de raconter des histoires. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des odeurs, des flagrances, mais c'est aussi raconter des histoires à fleur de peau, des histoires qui nous ressemblent, au travers du livre. Et comme vous le voyez ici, ça c'est le dernier sorti, il s'appelle Histoire de En parfum. aparté. En aparté, Ah oui, en aparté d'histoire de parfum. En aparté. Chaque parfum a un peu son étiquette, ce qui va nous ressembler en termes de personnalité aussi, et ça va se rapprocher, comme vous le voyez là, de livres. Pourquoi ? Parce que le design déjà du packaging des coffrets va ressembler à des livres de poche ou des gros livres, et puis aussi va être un clin d'œil à chaque fois à une œuvre littéraire ou à un auteur. C'est pour ça qu'on a les dates, en fait, finalement, sur chaque emballage. Oui, alors bien sûr, vous pouvez choisir votre parfum, par exemple, votre parfum George Sand, Colette, Casanova, Jules Verne, et pour les hommes et pour les femmes, il y a les deux. Vous avez aussi, alors celui-ci, c'est l'un des dernières sorties, c'est le coffret « Ceci n'est pas un flacon bleu », en référence à Magritte. Vous savez, le tableau surréaliste. Qui s'appelle comment, rappelez-moi ? Ceci n'est pas une pipe. D'accord.
Vous voyez Oui, ce tableau-là? tout à fait. Guillaume, vous Eh avez bien l'air là- convaincu. Hein. Ah oui, c'est- Oui. Eh bien, ceci n'est pas un flacon bleu. Hop, eh bien si, comme la pipe, hein. Là, c'est un flacon. Mélissa a participé d'ailleurs à celui-ci en particulier. Donc, design d'un bouquin, et puis on se retrouve avec un petit flacon original. Vous avez d'autres choses originales hein, dans ces parfums-là. Le Marquis de Sade, 1740, Moulin Rouge, 1889. Et aussi puis, 1969. Il faut se demander quel est l'événement En rapport qui a avec marqué Magritte cette époque. Hein. Aucun. Et ça, c'est la collection livres de poche. Alors en plus, si vous en avez plusieurs, voilà, vous les rangez comme des bouquins. C'est très très sympa Superbe. et ça raconte des histoires. Guillaume, vous offrez des parfums à votre compagne ou vous avez d'autres cadeaux beaucoup plus originaux? Ah, nous, on offre la liberté en haut de la montagne, donc déjà, c'est un gros cadeau. Donc dès qu'on peut s'évader, c'est pour partir à la montagne. Voilà, Vous, c'est l'air s'envoyer frais, en l'air, bien L'air entendu. pur et vivifiant de la montagne que vous vendez Très bien. dans votre... Émilie, on va rester justement en aparté, en quelque sorte, hein, comme vous le disiez très justement il y a quelques instants, avec le deuxième cadeau original que vous nous proposez, qui est une boîte qui permet d'échanger des messages privés. Ça enlève un petit peu le côté numérique finalement qu'on a un peu plus trop envie de voir. Hein. Alors oui, plus ou moins, parce que c'est une boîte à amour que Ah, quand même connecté, un c'est petit ça. peu connectée. Tout est connecté avec Émilie dans les 9h50. C'est un mot que je dois m'interdire. Non mais c'est vrai, hein, c'est un mot que j'ai envie de m'interdire, mais je peux pas. Voilà, c'est une boîte à amour connectée. Mais l'histoire est vraiment jolie. On se détache quand même là du numérique, des nouvelles technologies. Je vous raconte l'histoire de cette boîte Oui. connectée. Alors l'histoire, c'est que ce sont deux inventeurs. Ils sont français, hein, Jean Grégoire et Marie Pouille. Alors lui, l'inventeur, il avait fait l'école nationale supérieure mine à Paris. Et puis, on venait de l'envoyer pour 1 an à Boston et il devait quitter sa fiancée qui, elle, restait en France. Alors, il s'est dit, j'ai envie de rester connecté avec elle d'une manière originale. Et il a eu l'idée de créer une boîte à secrets en bois connecté. Et là était née cette boîte à amour, cette Love Box, puisqu'on donne un nom anglais un petit peu à tout. C'était la Love Box. Elle était née et il a créé ça. Là, en fin d'année 2017, il y en a quand même près de 4000 qui se sont vendus en France et aux États-Unis. Ça commence vraiment à devenir un joli petit marché. Et puis, c'est une super idée. Alors, cette boîte-là, vous voyez, il y a un petit cœur devant en bois qui tourne. Vous voyez tourner Oui. ce cœur? Donc dès qu'on reçoit un En fait, message, le quand vous cœur tourne, recevez un c'est ça? message, votre moitié vous envoie un message. Le petit cœur se met à tourner jusqu'à ce que vous ouvriez la boîte. Hein. Il vous attend, le petit cœur. Donc c'est de l'harcèlement. Balance la boîte. Non. Alors là, vous ouvrez la boîte et vous découvrez à l'intérieur, une sorte de petit miroir magique sur lequel s'inscrit le message, le tendre message. Bon, et et si vous voulez répondre à votre dulcinée, il vous suffit de tourner à votre tour de manière mécanique le petit cœur et la boîte envoie, via les réseaux Wi-Fi, etc., envoie sur le smartphone de votre moitié tout plein de petits cœurs qui s'envolent en réponse à son message. Donc il y a quand même un côté, on va dire, traditionnel, authentique, Oui, on est dans par les- le biais de ce mécanisme qui nous rappelle une boîte à musique, en quelque sorte. C'est une boîte à amour. Là. Ouais, c'est une boîte à amour. On va terminer avec une autre application. Maintenant, j'oublie, j'abandonne les concepts classiques. On va rester dans le numérique, toujours autour de la Saint-Valentin. Oui, mais vous aviez raison tout à les l'heure. Vous avez dit développeurs finalement, ont on plein garde un d'idées, hein. truc prêt. On garde un truc quand même finalement dans l'écrit, tout ça. Bah, là aussi, on est peut-être quand même dans le numérique parce que voilà, on s'écrit beaucoup par texto, par Messenger, MMS et autres WhatsApp. Et bien tout ça, tous ces petits messages que vous allez pouvoir vous envoyer à deux, et bien vous allez pouvoir les collecter sous forme de livres. C'est une appli qui permet ça. Ça s'appelle Texto Life et vous allez pouvoir Ça permet de conserver compiler. finalement. En fait, Vous allez les messages. compiler tout ce que vous avez écrit ces derniers temps sous forme de livre. C'est assez marrant. Alors soignez ce que vous écrivez par texto ou autre, parce que si ça devient un livre... Et on va terminer avec quelque chose d'un peu moins glamour. En tout cas, c'est comme ça que vous voyez les choses, Émilie. Un jeu de société. Alors ça plaît, vous savez que les jeux de société en couple, ça peut même, on va dire, relancer la discussion. flamme. Et la flamme, la Raviver libido, la tout, flamme. tout, ça relance tout. Alors ça va, vous en avez toute une série. Hein. Il y a une grosse gamme de boîtes de jeux à jouer en couple. Ça va du truc un petit peu soft où on se pose des questions, voilà, pour se découvrir un petit peu soi-même, si on est un jeune couple, jeune marié, etc. Jusqu'à des boîtes qui vont vous poser des questions un petit peu plus... Vous voyez? Et puis jusqu'à des boîtes qui vont vous proposer carrément de faire des défis et puis des petits jeux et puis qui vont mettre des petits accessoires. Très bien. Et On va s'arrêter là, relancer tout Émilie, ça. parce que vous allez un peu Si vous loin quand même voulez. dans les accessoires. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces découvertes de la Saint-Valentin. Guillaume, votre choix est fait?
Voilà, Entre les jeux, la boîte à cœur. la petite boîte à cœur, elle est La love. sympathique. Ouais, je savais que ça allait La vous love plaire box, parce qu'il y a alors. du mécanisme derrière tout ça. Dans quelques instants, on parlera justement de mécanisme pour grimper votre mur d'escalade qui est à Saran, au nord d'Orléans. Mais avant, direction Blois, ce matin avec Héloïse qui explore la maison du parapluie. Hier, les flocons tombaient à foison. Pour le moment, ça s'est un peu calmé, mais il faut penser justement à se protéger. Oui, et puis vous parlez de la Saint-Valentin. Alors pour le coup, ça c'est un joli cadeau tout trouvé, personnalisable en plus. Donc je sais qu'il y a des commandes qui ont été passées ici. Il y a de très très jolies choses qui ont été réalisées justement pour des femmes qui vont être très 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 heureuses et très gâtées. Bonjour Oui, Nathalie. bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors je viens vous déranger en plein travail, mais je crois que vous avez l'habitude. Les gens, ils ont l'habitude de pousser la porte ici. Oui, complètement. Ils passent, ils posent des questions, ils regardent, donc voilà. Bon, il y a une On s'adapte. vitrine qui est super belle. On vous la montrera évidemment, mais il y a une vitrine qu'on peut pas rater vraiment quand on passe et on n'a qu'une envie, c'est de pousser la porte et de venir vous voir. Alors ça fait finalement pas si longtemps que ça que vous vous êtes installé ici. Non, juin 2016, donc 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Sachant que vous aviez déjà un passé dans le parapluie Voilà. en fait, c'est ça? 9 ans, chien fabricant en Normandie. D'accord. Où vous avez appris quoi en fait? Eh bien tout. Tout. Bon, alors je suis couturière De métier. donc c'est déjà plus facile. Mais voilà, il n'y a pas que de l'assemblage. Il faut savoir déjà établir son gabarit, penser au sens et aux tensions de tissu. Donc ça fait partie de la couture. Mais après, il y a le montage, le démontage, la réparation. Donc voilà, c'est très complexe. En fait, un parapluie, c'est un équilibre c'est une somme de plein de choses qui doivent être équilibrées à la fin. Et très précis surtout. Très précis. Oui, on peut pas se permettre de laisser passer des choses en disant si ça va le faire, ça va passer. Non, parce on va se retrouver avec des plis, des choses, ça va pas bien fermer. Non, faut être rigoureux. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous lancez en 2016 ici à Blois? Parce qu'au départ, vous étiez en Normandie. Voilà, alors, envie de bouger, parce que on a été 10 ans en Normandie, mais avant d'aller en Normandie, on était déjà à Blois, pendant 16 ans. Donc, vous avez eu envie de revenir dans votre belle région. Voilà, on s'est dit, allez, la Normandie est très jolie, mais on va peut-être retourner aussi vers Blois. Et puis, le métier que j'avais appris un métier, et très joli, très sympa, je me suis dit, allez, on fait la même chose. Donc, et on fait la même chose aussi parce qu'il n'y a plus grand monde qui le fait en France, qu'il n'y en a plus tant que ça, des fabrications artisanales françaises de parapluies. Oui, on est très peu, on n'est même pas une dizaine. De façon artisanale, encore moins, parce que d'autres fabricants, c'est des petites structures, de plus grosses structures. Et de façon artisanale, très peu. Et puis, voilà. Et vous vous êtes dit que c'était l'occasion. C'était l'occasion. C'est un beau métier surtout. Ouais, on va le voir tout au long de l'émission, c'est clair. Là, on a un patron entre les mains, c'est ça, un gabarit, c'est comme ça que vous dites. Et là, on est vraiment sur la toute première étape, c'est la découpe du tissu. Voilà. Alors, je précise quand même que, regardez, des gabarits, il y en a plein derrière vous. Donc, parce qu'il y a toutes sortes de tailles de parapluies finalement, ou c'est très codifié en fait tout ça? Non, il y a plusieurs tailles. Alors nous ici, on a l'enfant qui est assez petit, les parapluies pliants pour les dans le sac. D'accord. Et après les tailles de ville, 1 mètre, 1 mètre 10, jusqu'à la taille ce qu'on appelle parapluie de golf, le parapluie de portier qui fait 1 mètre 20, 25. D'accord. Donc il y a des tailles différentes, mais moi après, je m'amuse à recouper. Vous voyez par exemple, voilà, ça c'est un triangle que j'ai recoupé, mais je vais pouvoir mélanger deux morceaux, voilà, ou rajouter des petites choses, une pâte avec un bouton, voilà. Bon, là, c'est sur carton. On visualise pas encore très très bien, mais on va vous montrer ça dans un petit instant. On devait commencer à couper le tissu, on va démarrer sans vous finalement, et puis vous nous retrouvez dans un petit moment. On va passer d'étape en étape et on va essayer de vous montrer tout ça le mieux possible. Merci Héloïse. En tout cas, c'est une très belle image avec ces chutes de journaux qui pourraient aussi contenir quelques mots d'amour, bien entendu, en cette période de Saint-Valentin. Exactement. Mais avant, on se retrouve dans quelques instants bien évidemment, mais avant nous on va aussi se mettre à l'intérieur pour pratiquer un sport plutôt étonnant ici dans nos contrées, l'escalade. Grâce à vous, Guillaume, vous êtes propriétaire de la salle d'escalade Climb Up, c'est à Saran, donc au nord d'Orléans. Vous êtes un ancien pilote automobile. Comment on passe finalement de cette discipline à l'escalade? C'est le coup de cœur en fait, c'est le coup de cœur de l'escalade, le défi d'aller au-delà, de se surpasser, le goût du risque, puisque
quand on fait de la course automobile, on aime le goût du risque. Et l'escalade, c'est plein d'ingrédients qui se mélangent. Et ça m'a séduit, ça m'a bluffé. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai dit, mais ça n'existe pas à Orléans, un endroit aussi magique, il faut que ça soit créé. Donc je me suis lancé dans ce défi. Oui. Voilà, vous vouliez prendre un petit peu de hauteur et partager cela évidemment avec celles et ceux qui viennent découvrir cette activité. Mais qui vous a aidé à monter ce mur d'escalade? Parce que c'était quand même il y a 6 ans maintenant. Hein. Effectivement, 6 ans, je suis passionné d'escalade, mais pas féru grimpeur. Et je me suis rapproché de François Petit, à son temps champion du monde d'escalade. Et comme il est aussi sportif de haut niveau, on s'est entendu tout de suite et le courant est passé. On a fait une salle un peu déjà élitiste, puisqu'on a 15 mètres de haut. Oui. Voilà, assez impressionnante, effectivement. On a l'impression d'être dans une cathédrale, hein, quasiment, lorsqu'on découvre ce mur d'escalade. Comment vous l'avez imaginé? Alors, le principal élément que l'on voulait, c'était la hauteur. La hauteur et l'espace, et que l'on se retrouve effectivement face à une petite cathédrale pour avoir ces sentiments de liberté et d'ouverture, même si on est encore à l'intérieur. Et de vide, en fait. Et de vide, oui. Mais les sensations fortes qu'on a à l'escalade, vous l'évoquiez à l'instant avec la transition voiture et sensations fortes de l'escalade, c'est aussi l'espace naturel que nous offre la montagne et ailleurs. C'est assez indissociable de cette pratique du sport. Qu'est-ce qu'une salle d'escalade apporte de plus? Est-ce que c'est plus pour l'initiation? Est-ce que c'est bon pour tout le monde Alors effectivement, c'est déjà très bon pour l'initiation, pour prendre les premières mesures avant de pouvoir grimper, parce qu'on ne peut pas se lancer à la montagne. Vous-même, vous l'avez découvert d'abord en salle ou à l'extérieur, l'escalade? Moi, j'ai grimpé sur un petit mur enfant à la base, dans un bourg de campagne. Et c'est donc ça n'était pas en conditions naturelles. En fait. Et ce n'était pas en conditions naturelles. En suivant le chat. Il y a différentes, évidemment, différents parcours qui sont proposés. On voit là, les enfants qui s'amusent et qui s'éclatent. Comment vous les accompagnez, en fait, finalement, les visiteurs qui viennent faire de l'escalade pour la première fois? Alors effectivement, déjà, il faut être initié. On ne monte pas sur une paroi à 15 mètres de haut avec une corde si on n'est pas initié. Donc on fait des initiations avec un moniteur. On vous apprend à manipuler la corde, à sécuriser votre binôme et à le laisser grimper en toute confiance. Mais quels sont les équipements en fait, que l'on a pour être évidemment en sécurité? L'équipement est très basique, hein. C'est un baudrier à la base, une corde et un système d'assurage qui vous permet de parer l'éventuelle chute. Donc si on vient pour la première fois, Émilie et moi par exemple, on n'a pas de niveau, on ne va pas pouvoir en fait avoir ces sensations de 15 mètres. Alors si, parce que l'escalade, c'est un sport très ludique et surtout en salle, on est capable de grimper à tout niveau et un enfant à partir de 4-5 ans est capable de grimper déjà à 8, 10, 15 mètres. Il suffit de trouver la bonne voie. En une seule séance? Alors très facilement, une seule séance, c'est une question de volonté et de persévérance. Là justement, on voit des enfants, c'est un sport qui il y a encore quelques années n'était pas trop pratiqué par les écoles, par les scolaires. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous avez beaucoup de scolaires, vous accueillez beaucoup de scolaires dans votre salle? Alors, des scolaires proprement dit, ils viennent chez nous parce qu'ils veulent voir la salle avec de la hauteur et quelque chose un petit peu percutant, mais c'est parce que justement à l'école maintenant, on a cette discipline qui est associée et qui nous fait Comment découvrir. réagissent les enfants? Qu'est-ce que ça leur apporte l'escalade? La confiance en eux déjà. Hein. Oui, ça peut-être ça fait tomber quelques peurs, notamment le vertige. Alors le vertige, bien entendu, ils connaissent moins et nous, adultes, on le connaît plus. Et puis surtout, ils ont cette confiance, la maîtrise aussi. Hein. On voit que tous les enfants un petit peu qui sont un peu trop énervés, ils arrivent à mieux se maîtriser, à mieux se canaliser. Et puis surtout, après, ils comprennent qu'avec l'effort, ils vont réussir à quelque chose, ils vont réussir à se surpasser. Et ils font ça en chaussettes, en fait, là, sur le mur? Des chaussons. C'est des chaussons, qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, on a, à part le baudrier, des chaussons. Les chaussons d'escalade, ce sont un petit peu des petites ballerines qui vous permettent d'avoir des pieds très serrés pour épouser Bien sentir la sensation, finalement, en fait, des supports, hein, c'est ça? Exactement, vous avez tout compris, vous êtes prêts à grimper déjà. Bon, on va le faire bientôt, justement, puisque Émilie évoquait les enfants, mais c'est aussi ouvert aux entreprises qui, pour la cohésion d'équipe, font appel à vos services. Exactement, oui, pour la cohésion, pour la confiance des personnes entre elles, c'est très approprié. Oui. Et quelle que soit sa condition physique, d'ailleurs. On peut pratiquer l'escalade très tard. Oui. On a quelques passionnés qui vont sur les parois naturelles et qui viennent chez nous, qui font des fois le tour des salles un peu indoor pour se faire plaisir et continuer à entretenir leur santé. Et ça peut nous aider, en fait, par exemple, si on fait un autre sport en parallèle? Bien entendu, ça développe la force, bien entendu. Et la force physique, bien entendu, et surtout la souplesse, puisqu'il faut une grande souplesse pour pouvoir escalader. On parle que d'initiation depuis tout à l'heure. Est-ce que vous organisez des compétitions dans votre salle?
Alors nous, pas du tout, on n'organise pas de compétition, mais dans notre salle, on a tout niveau, on a des voies qui sont dignes d'une finale de Championnat de France, avec des niveaux assez élevés, donc on peut accueillir tout public. Et tout cela, évidemment, on peut le retrouver sur votre site internet climbup.fr. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Il est temps de rejoindre Héloïse qui, elle aussi, est à l'abri ce matin à la Maison des Parapluies de Blois, maison traditionnelle avec un savoir-faire quand même plutôt rare en France. C'est important de le souligner. Vous avez fait votre choix de tissu, de couleur, Héloïse, pour votre parapluie? Alors moi, je suis toujours embêtée quand il y a trop de choix. J'ai du mal à choisir. Justement, ici, il y a beaucoup de choix. Mais il y a plein de choses qui m'inspirent autour de moi. Donc oui, et puis vous voyez, Nathalie, elle n'est pas folle. Elle nous a pris un petit journal. Elle s'est dit, c'est dans le thème, on est dans l'info et tout ça. Donc elle a bien réfléchi. Elle nous a choisi ce petit tissu. On est en train de terminer de couper. Vous voyez, on a coupé des triangles, en fait. Hein, c'est ça Oui, 8, il faut 8 triangles parce que mes armatures ont 8 baleines. D'accord. On peut en avoir plus ou pas? Ça peut être. Il peut y avoir plus de morceaux de tissu et plus de baleines? Aussi, ça existe oui, aussi. ça existe. Hein. 8, 10, 16 ou moins aussi, 6 ou 4. J'ai déjà vu 4. Mais D'accord. Bon, là, c'est pas très solide. D'accord. La solidité, c'est important. On va vous en parler aussi, évidemment, pendant l'émission. Là, on va enchaîner avec un peu de couture, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on va les assembler. 8 morceaux toujours, on l'a dit, et ce sera de toute façon toujours comme ça. C'est 8 morceaux que vous assemblez les uns avec les autres. Voilà. Et c'est là que vous me disiez tout à l'heure, il ne faut pas se tromper, hein, c'est ça, mettre dans le bon sens et pas faire ça n'importe comment. C'est ça. Voilà, il faut respecter. Je respecte en fin de compte le bord de mon tissu. Il a une forme, mon triangle, donc il ne faut pas que je grignote de trop parce que c'est une machine qui a un petit couteau qui coupe un peu le surplus normalement. Mais là, je reste au bord et puis voilà, je suis. Alors, c'est un tissu évidemment imperméable. C'est un. Vos tissus, vous les choisissez comment en fait? C'est quoi votre patte un petit peu Le motif. Ouais. Le motif. Aussi la couleur, la composition. Parce que nylon, j'aime pas. D'accord. C'est vraiment pas très qualitatif. Là, c'est du polyester. D'accord. 100% polyester. Certains ont un mélange, c'est-à-dire polyester et coton. Donc ça s'appelle du coup un polycoton. D'accord. Et dans tous les cas, ils ont été. En fait, ce sont des tissus qui ont été traités. Voilà, c'est traité. On le sent pas, mais il y a un revêtement dessus. D'accord. Et c'est ce qui fait que ça va perler. Que l'eau glisse vraiment dessus. D'accord. Glisse vraiment, et ça sèche très vite. On gagne du temps sur le séchage en fin de compte. Et vous, est-ce que c'est votre partie préférée justement un peu le choix du tissu, le choix de la matière, c'est un peu ça? C'est un peu ça que vous préférez, vous, en tant que couturière au départ, forcément, c'est ça, non? Voilà, c'est de mélanger les couleurs, de l'imaginer. Et tout de suite, je fais celui-là, mais je pense, tiens, j'aurais pu le mélanger avec cette couleur-là. Donc, hop, après, je vais essayer. C'est des mélanges. Et vous me disiez justement que, en fait, ça, on ne le trouve pas forcément chez tous les fabricants de parapluies. Vous avez chacun un petit peu votre petite touche personnelle. On pense évidemment en France aux parapluies fabriqués à Cherbourg, les parapluies de Cherbourg. C'est du parapluie uni. Ici, à moins qu'on vous fasse la demande, mais vous aimez plutôt aller vers des choses... Vers la fantaisie, oui. Ouais. C'est vrai que le parapluie permet quand même malgré tout d'avoir beaucoup de fantaisie. Par exemple, on connaît le parapluie de Cherbourg. Le parapluie de Cherbourg, c'est de très beaux parapluies, mais il a, lui, choisi une toile unie. Il a énormément de couleurs, mais on ne va pas trouver chez lui des imprimés, des écossais. D'autres font le parapluie transparent. Voilà, chacun a sa patte. Et donc, quand on vous demande un parapluie transparent, vous l'envoyez vous envoyez les clients chez le collègue? Je sais qu'à Aurillac, ils le fabriquent. Ouais. Voilà. Moi, je ne peux pas, mes machines ne peuvent pas coudre de plastique. D'accord. C'est pas plus mal, chacun a sa petite spécificité. Voilà, c'est ça, complètement. D'accord. Donc là, vous êtes en train d'assembler les morceaux. Les petits bouts qu'on voit ici, c'est ce qui va permettre de fermer le parapluie finalement à la fin. Oui, c'est la pâte de fermeture. Alors, c'est une pâte que j'ai préparée. C'était une bande de tissu, sur 5 cm. D'accord. Et je vais l'inclure dans la couture. D'accord. Et là, il y a votre petit... l'étiquette, on va la mettre tout de suite, comme ça, on ne va pas l'oublier. Merveilleux. Voilà. Hop. J'avance un petit peu. Oui, je vois ça, mais en plus, vous êtes très beau, vous allez même parler en même temps. C'est bien. Votre petite marque, c'est sympa. Hop, voilà. Est-ce qu'il y a une fierté, justement, quand on vous a posé cette petite étiquette de vous dire voilà, il y a mon petit bleu, blanc, rouge qui est là? C'est mon bleu, blanc, rouge, et en plus, le petit dessin, c'est moi qui l'ai dessiné. D'accord. C'est 100% maison. Voilà. Hop. Alors la pâte, elle est bien dans la couture finalement, parce qu'au moins, elle ne risque pas de s'arracher. Parce que, vous verrez, vous pouvez le constater avec d'autres parapluies, c'est souvent cousu en plein milieu.
D'accord, oui, effectivement. Ouais. Et je trouve qu'à force de tirer dessus, moi j'ai toujours peur que ça s'arrache ou qu'on agrandisse les trous de couture. Donc là, dans la couture, ça bouge pas. Ok, on va continuer à faire tout ça. On va vous montrer d'autres étapes après, évidemment. J'arrête pas de la déconcentrer, mais elle tient bon, elle arrive à rester sur son truc en même temps. Je vous propose de nous retrouver dans un petit moment. Merci Héloïse. À tout de suite, nous on va à présent faire un appel à adoption, comme vous le savez. Chaque quinzaine, dans 9h50 le matin, on aide nos amis les animaux grâce au refuge de la région Centre-Val de Loire. Et aujourd'hui, direction donc Chilleurs-aux-Bois avec vous, Cécile, vous êtes la responsable de ce refuge. Avant d'évoquer les chats et les chiens à adopter aujourd'hui, on va rappeler justement qu'il est quand même important justement d'adopter dans un refuge. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs... on va dire possibilités. Plusieurs possibilités. Bon, c'est vrai que déjà, on prône l'adoption responsable, comme je le répète souvent lors des émissions. Et la SPA va veiller à ce que chaque adoption soit Qu'est-ce que vous entendez réussie. par adoption responsable? Alors, adoption responsable, pour nous, c'est déjà un acte réfléchi. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Toute la famille doit faire partie de cette décision. C'est un engagement. C'est un engagement sur le long terme. Ça a également un engagement financier, vu qu'il va y avoir un coût, notamment au niveau du vétérinaire, de la nourriture, les des soins vacances, quotidiens tout ça. pour qu'ils puissent bien se sentir, en fait. Exactement, pour le bien-être de l'animal. Et forcément, on s'engage sur du long terme, parce que quand on prend un animal, on est facilement avec lui pour une quinzaine, voire une vingtaine d'années pour les plus jeunes, en fait, c'est ça. Les plus jeunes et les si plus l'animal vaillants, que l'on adopte c'est est très jeune, évidemment, mais ça n'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que souvent, on a envie d'avoir plutôt un chiot à la maison, alors que dans les refuges SPA, il y a tous les âges et ils méritent tout autant d'attention. Pourquoi, justement, il y a un avantage à adopter un animal adulte ? Alors, on en a plusieurs. Alors, déjà, il est vrai que le caractère est déjà défini. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise au niveau de l'adoption, notamment sur les ententes. On sait déjà, nous, on teste nos animaux. Ensuite, l'animal est déjà propre, en général. C'est vrai que ça, c'est quand même non négligeable. Ne pas avoir à ramasser pipi caca. Il y a moins les comportements du jeune chien qui va éventuellement les petites avoir destructions, tout ça. C'est vrai que sur un adulte, on n'a pas ça. Et ensuite, les chiens sont déjà en général éduqués. Ils ont eu une petite base d'éducation. Et pour beaucoup, ils ont déjà vécu en famille. Et c'est le cas des chats et des chiens que l'on va présenter à présent. On va commencer par les chats avec Black. Ce mâle, alors là on a évidemment les 3 chats et les 3 chiens, mais on va s'arrêter donc sur le premier Black qui est noir tout simplement. Oui. Évidemment, qui a 8 ans, qui a déjà son caractère. Oui, voilà, lui il a déjà son caractère, il a eu son passé de chat d'extérieur, donc il aura besoin de cet extérieur pour s'épanouir. Et au-delà de ça, c'est un chat vraiment très très affectueux, qui adore les humains, sociable avec ses congénères, mais il tolérera davantage une femelle dans son foyer. Et c'est pareil pour Glyph. Oui, Glyph, pareil, demandera un extérieur pour son bien-être. Il est un peu plus sensible, un peu plus sur la réserve au départ, mais très très affectueux, très en demande. Il a une robe hyper originale. Oui, il est tigre et gris. Et il a quelle origine? C'est un Européen? Oui, dans les races, la race type européen regroupe une multitude de robes. Mais il doit avoir une race derrière. Exactement. Tout à l'heure, vous parliez de parfum, Émilie. Eh bien, là, justement, cette chatte porte un joli nom de fleur. Oui, tout à fait. Bon, cette petite minette, ça va être très, très simple. Bon, elle a 0 défaut, elle est parfaite, elle est belle, elle est mignonne, elle a une petite bouille à croquer. Et non, elle est vraiment Elle est jeune et de fraîche, qualité. on le voit, effectivement. Et on va poursuivre à présent avec un Jules, puisque c'est la Saint-Valentin dans quelques jours. Eh bien, Émilie, je crois qu'il est pour vous, celui-ci. Mais vous savez que c'est très tendance de se fêter à Saint-Valentin ces animaux. Oui, d'accord. Bah voilà. Donc si on veut un Jules, ce Jules-là est peut-être le meilleur Jules que vous puissiez trouver. Exactement, il restera fidèle. Oui. Celui-ci. On en est sûr et certain. C'est clair. Donc Jules est un cocker anglais. C'est un gentil petit chien qui ne sait pas trop ce qu'il fait ici. Il est arrivé suite à la maladie de son propriétaire. Il est parfait, il est très gentil, pas une once d'agressivité, il est sociable avec ses congénères, dynamique et calme à la fois. Voilà, le petit chien parfait. On va poursuivre avec Manga, qui a la langue bien pendue. Encore une fois. Et aussi un très beau pelage. Oui, donc c'est une magnifique malinoise.
d'un assez grand gabarit pour sa race et surtout de par le fait que ce soit une femelle. Pour une femelle, ouais, elle fait 30 kilos Oui. à peu près, Ça se un voit. petit peu plus. C'est impressionnant Elle est quand même. belle. Voilà, elle est Effectivement. magnifique, elle adore, elle est très très proche des maîtres, des personnes qui l'entourent. Elle est célibataire et elle recherche un mâle apparemment. Oui, oui, elle pourra côtoyer un mâle dans son foyer. Les femelles, c'est pas trop ça pour elle, mais voilà, elle ravira les connaisseurs de la race. Et très rapidement, T-Rex aussi, Oui. un mâle de 3 ans que l'on voit là, qui est de quelle race? C'est un petit croisé fox terrier, avec du Jack Russell certainement. Ouais. Et donc, au même titre que Manga, elle ravira les amateurs des terriers. Hein. Donc, il est têtu comme un petit terrier, mais très attachant, dynamique. Et il pourra vivre avec une femelle. Très bien, merci beaucoup Cécile. On va regarder évidemment le récapitulatif de ces 3 chats et 3 chiens que vous pouvez adopter. Vous avez les coordonnées de la SPA, refuge de Chilleurs-aux-Bois, c'est dans le Loiret. Vous découvrez donc Black, Glyph, Lotus, Jules, Manga et T-Rex. Vous pourrez les retrouver aussi sur la page Facebook du refuge SPA et puis également sur notre page Facebook France 3 Centre Val-de-Loire dans la journée. Merci Cécile d'avoir été avec nous. Il est temps de rejoindre Héloïse qui depuis tout à l'heure explore la maison des parapluies à Blois cette saison, vous allez me dire. Et pour justement être élégant avec son parapluie, il y a multitude justement de tissus qui sont proposés. Tout à l'heure d'ailleurs on a assisté à la couture de ces tissus. Et là, on est toujours un peu dans la partie couture. L'assemblage, ça sera pour encore après. Et vous voyez, là, vous parliez de raffinement et de détails. Là, on a mis une petite bordure rouge. Alors, il paraît que ça plaît beaucoup aux dames. Oui. Le rouge, c'est ça? C'est très joli. En plus, après, on peut choisir une boule rouge de résine ou le canard, parce qu'on peut poser un En petit manche, canard c'est rouge, ça, en voilà, poignée, pour la au niveau de la poignée. poignée. Ouais. Et du coup, ça fait des choses très, très sympas. Donc là, on est en train de faire la bordure. Ça s'appelle autrement, non? Un biais, c'est le biais. Le biais. Voilà, le biais. Quasiment à la Ça fin. permet de faire une jolie finition. Mhm. Ça permet d'éviter, voilà, vous voyez, les filochages. D'accord. Hop. Et puis Ça permet de mettre un peu de couleur Aussi, oui. et faire des associations un peu sympas. Voilà, j'ai fait le D'accord. tour. Ok. Donc vous voyez tout à l'heure quand on a Pardon. assemblé les différents morceaux ensemble, ça fait une sorte de grande, un peu une nappe, Voilà. plein de morceaux comme ça ensemble. Et du coup la suite c'est quoi? Alors là, il y a évidemment le petit trou. Donc ça, on va D'accord. Ça c'est ce qui va être tout en haut de notre parapluie. tout en haut du finalement. parapluie. Donc, il faut consolider en fin de compte. Et ça va bloquer surtout les coutures parce que là, elle pourrait s'ouvrir. Donc il y a une petite rondelle de métal en dessous. Mhm. Alors, on met ça dessus. Et la partie au-dessus, une rondelle avec des petites pointes. D'accord. Hop, on égale tout ça et on s'emplit. Voilà. D'accord. Ok. Donc là, voilà, il ne nous reste plus qu'à poser les aiguillettes. Parce que là, pour que ça tienne sur l'armature, il faut qu'il y ait les aiguillettes. Donc ce sont les petits bouts dans lesquels on va fixer après l'armature, Voilà, une c'est petite ça? pièce métallique. Et donc Petite, ça se passe fait de un l'autre petit côté, tube. c'est ça? Voilà, sur les vieilles machines. Alors je vous suis. Comment ça les vieilles machines? Vieilles machines. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu les neuves et puis là, voilà. Là, on passe dans la partie un peu plus ancienne. Rétro. Rétro. Mais oui, mais c'est une belle machine. Ça. Alors, Elle est très jolie. il paraît que c'était pas du tout fait pour ça au départ, m'a-t-on dit. Alors, Il paraît que c'était pour les boutons. voilà, on peut Voilà. les retrouver dans l'industrie de l'habillement pour poser les boutons en fin de compte. Ça fait D'accord. le même point. Alors, vous me disiez que c'était une étape, celle-ci, qui est un peu pas difficile, mais qui est un peu cruciale en quelque Voilà, sorte. ouais, Celle que vous aimez pas trop faire. disons que Je vous dénonce. il faut que ce soit. C'est une machine très précise finalement. Vous voyez, il y a un tout petit trou dans l'aiguillette. Ouais. Alors, Hein. c'est ce qu'on voit ici, Voilà. là, au milieu. Donc, il y a un petit support, hop, je la mets là. L'aiguille va venir dans le trou, D'accord. devant, dans le trou. Enfin, c'est pas l'aiguille, c'est plutôt la machine qui vient déplacer le support aiguillette. Parce que ça, en fait, c'est quand même ça qui va générer la solidité de notre parapluie. Oui. En fait, si l'aiguillette, elle est bien fixée. Oh là, ça euh, tient, oui. Bah alors, je pense Alors. que ça va tout de suite devenir plus parlant quand on va voir ça à l'image. J'y vais. Ouais. Bah, elle carbure pour une vieille machine. Voilà. Ah bah oui, complètement. Quand même. Voilà. Et là, il y a un petit point, vous voyez. Oui, d'accord. Donc en fait, ça
parce qu'il y a le rond à l'intérieur et parce qu'on a fait le va-et-vient, c'est maintenu et ça bougera pas. Ah, là, non, ça peut pas tomber. bouger. D'accord. Hein. Donc en fait, on est obligé de faire ça sur les. Donc il y en a 8 à Il mettre. y en a 8 à poser. Ça paraît logique. Ok. Donc, hop, on va en remettre une autre. Voilà. D'accord. Obligé de tirer un peu le fil. Et donc vous, tous les parapluies que vous faites ici sont des parapluies très solides. Quand on dit un parapluie solide, ça veut dire quoi? Qui résiste à quelle vitesse du vent quand même. Après, on n'a pas testé non plus. On va dire attention aux tempêtes quand même. Hein, ouais. Mais bon. Oui, c'est ce que vous me disiez, les clients, souvent, ils sortent même quand il y a beaucoup de vent. Et après, on se dit, il faut être raisonnable quand même. Mais c'est quand même bien plus résistant que ce qu'on trouve effectivement. Il y a des pliants qui sont trop légers, donc là, le vent les retourne assez facilement. Là, c'est quand même une armature qui est assez lourde. C'est un choix. Hein. On a choisi des armatures lourdes, mais pour mieux résister au vent quand même. D'accord. Et le tissu, il a son importance dans tout ça? Je parlais d'équilibre tout à l'heure. Voilà, il faut qu'il soit bien tendu, que le parapluie soit bien galbé, et le tout fait que c'est résistant. En fait. Ok. Bon, on vous laisse terminer. Je sais que sur cette... sur cette étape-là, faut pas que je l'embête de trop parce que c'est celle qu'elle aime le moins. Du coup, on va vous montrer l'assemblage juste après. J'espère que jusqu'ici, la fabrication et l'assemblage de tout ça, du moins du tissu, c'est clair. Parce que moi, ça me demande un petit peu de réfléchir, mettre à l'envers, etc. Mais j'espère que c'est clair pour vous. Tout est clair, Héloïse. Soyez rassurés. Ce que l'on va aborder à présent va beaucoup vous plaire et je l'espère aussi sera clair puisqu'on va parler de Sabine Weiss, grande photographe que vous appréciez particulièrement, je le sais. Et pour cela, eh bien, nous avons à nos côtés ce matin Michel Dubois. Vous êtes galeriste, propriétaire de la galerie Le Garage à Orléans, c'est rue de Bourgogne. Et jusqu'au 15 avril, donc, vous proposez dans l'agglomération orléanaise 3 expositions sur le travail de cette photographe. D'ailleurs, vous tissez des liens particuliers avec une grande amitié de longue date avec cette dernière, qui a 93 ans, grande figure de la photographie humaniste, représentante de l'école de Robert Doisneau. 3 expositions, je le disais, donc dans 3 lieux, votre galerie, dans la collégiale Saint-Pierre-le-Puelier et dans le parc du Poutil à Olivet, qui mettent en valeur tout simplement 3 aspects qui caractérisent le travail de cette photographe. Lesquels ? Tout à fait. Alors écoutez, tout d'abord, je ne suis que le modeste artisan de cette exposition, parce que je crois qu'Orléans Métropole et Olivet ont mis le paquet pour rendre hommage à cette grande dame. Oui, donc effectivement, 3 lieux, vous avez raison. Donc les grilles du parc du Poutil, où sont exposées 25 photos. La collégiale, Saint-Pierre-le-Puelier, où là, tenez-vous bien, il y a 120 photos. Et puis à la galerie où on expose 44 photos. Mais est-ce que pour bien comprendre le travail photographique de Sabine Weiss, il faut aller découvrir ces expositions dans un ordre précis ? Non, il n'y a pas d'ordre précis. Pour tout vous dire, sur les grilles du parc du Poutil, c'est un voyage. Ce sont les différents voyages qu'elle a pu faire. À la collégiale Saint-Pierre-le-Puelier, là, c'est un peu une rétrospective de son travail, puisque c'est une vie de photographe. Alors justement, on va s'arrêter sur cette collégiale Saint-Pierre-le-Puelier, puisque vous le disiez, il y a 120 clichés à l'intérieur, 120 clichés avec des dimensions quand même assez particulière, monumentale, il faut le dire, avec un traitement justement des photos que l'artiste n'a pas l'habitude de voir. Pourquoi vous avez vous avez fait ce choix ? En fait, effectivement, les tirages de Sabine, enfin les tirages photographiques sont des 30-40 ou des 40-60, on va rarement au-delà. Là, par contre, pour monter une exposition, effectivement, il faut montrer des formats beaucoup plus grands. Or, ça, c'est un choix de Sabine, mais ça, c'est pas particulier à Orléans. Je crois que lorsqu'elle monte des grandes expositions, les tirages sont faits en numérique sur de l'aluminium, sur du Dibond, et c'est vrai que ce sont des très grands formats. Ça prend une toute autre dimension. Et cette exposition, donc, à l'intérieur de cette collégiale, met en évidence des thèmes qui sont chers justement à l'artiste, notamment ses rencontres avec des célébrités, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Françoise Sagan, Maria Callas, évidemment, Juan Miró, encore Niki de Saint-Phal. Dans quelles circonstances, justement, elle aimait photographier ces personnalités ? Alors, il faut savoir que Sabine Weiss a démarré sa carrière dans les années 50, puisqu'elle est née, comme vous le savez, en 1924. Oui. Elle a 93 ans aujourd'hui et c'est 75 années de photographie. Or, effectivement, lorsqu'elle a démarré, elle travaillait pour des grandes agences, donc c'est souvent des commandes. Alors, effectivement, il y a une photo de Brigitte Bardot qu'elle a pris tout à fait, alors pas forcément à l'improviste, mais Brigitte Bardot n'a pas posé. Jeanne Moreau non plus. Et effectivement, ce sont souvent des commandes qu'elle a eues pour les grandes
Ce grandes sont agences. des scènes de vie croquées. On reconnaît la patte, en tout cas le style. Vous disiez qu'elle sortait de l'école de Robert Doisneau. On reconnaît ce style. Elle l'a connu, elle l'a côtoyé. C'est Robert Doisneau qui l'a poussé, hein, effectivement. Hein. Donc elle a bien connu Robert Doisneau. Et elle a aussi énormément voyagé, est allée au croisement de toutes les cultures, notamment, vous le disiez tout à l'heure, dans le parc du Poutil, à Olivet. Le parcours de l'exposition nous emmène, entre autres, en Portugal, en Inde, en Grèce, à Taïwan. Durant ces 75 années, qu'est-ce qu'elle a pu photographier ? Eh bien, surtout, alors, on la classe parmi les grands photographes humanistes. Hein, elle photographie surtout des personnages. Elle a une affection particulière pour les expressions. Et Que l'on voit là. Hein. Et ce Le que vous regard, découvrirez, effectivement, c'est tout à fait exceptionnel parce qu'elle a vraiment le talent pour exprimer l'expression, l'instantané. D'ailleurs, vous parliez de tirage numérique, mais quant à son travail photographique, elle ne travaille pas en numérique, elle travaille à l'ancienne. Bien sûr. En argentique. d'accord. Bien évidemment. Ouais. Il faut se replacer à l'époque, hein, dans les années 50, 60, on n'avait pas les iPhones. Hein. Tout à fait. Et donc, c'était des appareils qui étaient lourds, etc. Hein. Il y avait des problèmes de lumière, etc. Donc, Et vous, dans votre galerie, vous présentez un travail plus personnel. L'exposition s'intitule En toute intimité et fait écho, je le disais tout à l'heure, à l'amitié que vous avez avec Sabine Weiss. Comment vous l'avez rencontrée ? alors, ça remonte à quelques années, hein, puisque j'avais eu l'occasion d'exposer son mari, Hugh Weiss, en 2007. Et lui m'avait dit, mais tu devrais plutôt exposer mon épouse. Et donc, ça s'est fait en 2009. En 2009, on a eu l'occasion de l'exposer. Et en fait, c'était le début d'une très grande amitié. Et moi, j'ai eu une profonde admiration pour le travail de Sabine Weiss, évidemment. Et justement, dans votre galerie, on peut admirer une cinquantaine de clichés, cette fois dans des petits formats. Et là aussi, hein, l'humain est au centre des compositions, comme on le voit sur cette photo, dans des ambiances qui sont quand même assez singulières, hein, Oui, alors là, et étonnantes. Oui, alors là, ce sont des tirages sur barité, donc ce ne sont pas des numériques. Hein. Ouais, là, même le tirage est fait. Voilà, le tirage est fait à partir du négatif original. Ah oui. Émilie, vous regardez cette photo également aussi qui figure dans votre espace d'exposition. On peut voir évidemment tout son travail sur son site internet, c'est sabineweissphotographe.com. Je rappelle qu'il y a donc 3 expositions dans l'agglomération orléanaise à découvrir jusqu'au 15 avril et notamment donc dans votre galerie, bien entendu. Merci Michel d'avoir été avec nous. On va rejoindre Héloïse, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, depuis les coulisses, vous l'avez suivi. Cette grande fan de Sabine Weiss est aussi ce matin à Blois pour explorer justement l'atelier de fabrication de parapluies, la maison du parapluie. Héloïse, et d'ailleurs, vous avez toutes les informations maintenant pour que l'on puisse aller encore un peu plus loin dans la découverte de cette fabrication. Oui, et j'ai plongé mon petit nez dans la réserve là de manches en fait, et je m'amuse bien parce que il y a des canards, il y a des chiens, il y a plein de jolies choses. Nathalie, elle est en train de finir là, on démarre l'assemblage en fait. Voilà, le montage. Ouais, montage. Voilà. Super. La grande araignée. Exactement. Donc les attaches. Hop. Ok. Voilà. C'est aussi simple que ça. Oui, et pratiquement tous les fabricants utilisent ce procédé. Hein. Alors, est-ce qu'il faut pratique. forcément des grosses baleines ? Les baleines, c'est cette armature-là métallique pour que ce soit solide en fait. Oui, Ouais. solide. Et la fixation entre elles, les rivets, tout ça, c'est D'accord. important. D'accord. Alors, je précise que vous pouvez aussi réparer certains parapluies dans la mesure du possible, évidemment. Oui, je sais les monter, les démonter. Pour les nôtres, il n'y a pas de souci. On a toujours des pièces. On garde exprès les armatures en plus. Après, pour d'autres parapluies, d'autres fabricants, si je peux, je le fais. D'accord. Voilà. Au final, c'est combien d'étapes finalement la fabrication d'un parapluie pour vous ? Il y a quoi, Une petite dizaine. une je dizaine dirais, d'étapes à peu une petite près, ouais, c'est dizaine. ça. Hein. D'accord. Donc là, il y a Encore les un. grandes, voilà. Ça marche. Là, on va emboîter donc la baleine sur l'aiguillette qui a été cousue tout à l'heure. D'accord, ce qu'on a vu avec la vieille machine. Oui. Et c'est là qu'on tend le tissu et On tend le finalement, tissu. c'est là qu'on va avoir enfin notre équilibre en fait. Là, puis on la tord, on la maltraite un peu l'armature. Et ça qu'on voit finalement, elle est costaud, quoi. Elle supporte la tension. Hop, quand il y a des petits fils, hop. Qui dépasse. Voilà. J'imagine qu'au fur et à mesure là que vous les assemblez, ça commence à se rigidifier un peu Ouais. là, j'ai l'impression, à solidifier. Ça un prend peu. forme, oui, on sent la tension du tissu. Alors, on contrôle toujours notre travail, voilà. On a toujours un Il y a petit toujours œil son partout. petit ciseau autour du cou. Ouais. Et ensuite, là, on les met en place. Et puis, je vais donner un petit coup de marteau sur l'aiguillette.
C'est pour faire en sorte être sûr que ça tout tient soit bien assemblé. Voilà, comme ça. Ah oui. 2, 3, on compte toujours dans la tête. 4, 8. 5, 6, 7 et 8. 8. Merveilleux. Et il y a encore une attache. Ah, je croyais que c'était fini. Et puis, Eh ben, non, le pliant est plus complexe en fin de compte que l'autre. Alors, que le classique. eh ben, ça tombe bien que vous parliez du classique, c'est ça en fait. Ça, c'est Voilà. l'armature du classique. Oui. Et puis, je vais peut-être aller montrer dans ce cas-là quelques-uns. Alors justement, le classique, où est-ce qu'on l'a mis? Le classique en... La même chose. Oui, exactement. Ah, mais le voilà. Je l'ai mis ici. Vous me rejoignez qu'on montre un petit peu, hop, ce que vous avez. Le classique, il est là. C'est exactement le même que celui que vous êtes en train de faire, finalement. Hop. Mais là, Voilà, en version long. Large. en version Un longue, mètre de large diamètre. et classique, Alors, effectivement. C'est un peu plus large, Ouais. mais c'est toujours plus joli un grand parapluie parce que là, Moi, il est j'aime bien beaucoup, galbé, voilà, il est rond, la toile est bien tendue, donc c'est vraiment. Vous préférez quoi, justement? Faire des grands? Ouais, les grands. C'est plus joli. un plus grand terrain de jeu? Voilà, c'est ça, on peut dire ça, oui. Ça couvre mieux, hein, finalement. Je trouve qu'on se sent mieux dessous. Oui, c'est vrai. Protégé, ouais. C'est vrai. Alors, Et alors, autour on de nous, il y en a a, plein. On en a sorti quelques-uns pour montrer un petit peu. Alors là, celui-ci, par exemple, a une forme un peu façon ombrelle, Ouais. forme échancrée. Et alors, bon, là, on est moins protégé. On est Un toujours petit peu aussi bien moins, un protégé. petit peu moins, c'est vrai. Mais c'est plus féminin. Disons que ça modernise quelque chose Complètement, d'assez parce que classique. Ce tissu-là, tout simple, tout droit serait un peu monotone, un peu tristounet. Et Je là, suis d'accord. du coup, là, un petit coup de moderne, petit coup féminin. Alors, est-ce qu'on peut montrer le petit, là, justement? Pour les enfants. En plus, il y a un petit message pour Jérémy dessus, impeccable. Dans Voilà. l'esprit Saint-Valentin. Des petits Super. cœurs. Des petits cœurs avec paillettes. Impeccable. Donc Et ça, je voulais... Oui. Ça, c'est l'armature enfant. Et ce qui est un plus, c'est qu'il y a une sécurité. Ils ne peuvent pas se coincer les doigts. D'accord. Et je voulais juste vous montrer une autre chose. On va essayer de vous en montrer un petit peu plus après. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a aussi, vous êtes équipé d'une imprimante, pardon, ce qui vous permet d'imprimer directement des photos sur du tissu et ensuite de pouvoir, par exemple, regarder un bel hommage à la Loire, c'est le pont de Blois, et ça fait un très très beau parapluie. Merci beaucoup, Nathalie. On vous retrouve dans un tout petit instant. On va essayer peut-être de vous en déplier quelques autres pour vous montrer tout ça, puis vous donner toutes les infos pour venir l'avoir travaillé un petit peu. Merci Héloïse, vous êtes adorable. On se retrouve dans une poignée de secondes. Avant cela, vous le savez, les vacances d'hiver approchent. Et pour cela, Carole, bonjour. Vous avez quand même quelques conseils à nous transmettre pour ne pas, évidemment, polluer la planète. Parce que qui dit vacances d'hiver dit sport de neige. Donc, en général, courant février et mars, on part tous à la neige et on part tous en voiture. Mais il n'y a pas besoin, parce qu'en Centre-Val de Loire, on a encore de la neige. On en a, voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que le transport des voyageurs correspond à la principale source d'émissions de gaz à effet de serre durant cette période donc, de vacances de février. Alors, pour les gens qui partent en voiture, sachez tout simplement que 1000 km parcourus en voiture équivaut à 145 kg de CO2 rejetés dans l'atmosphère par personne, ce qui est juste énorme. Alors, quand on fait du covoiturage, ça redescend à 58 kg par personne, donc là, ça devient plus intéressant. Et l'idéal, c'est encore de partir en train, puisque là, ça redescend à 23 kg de CO2 par personne. Donc, évidemment, quand on part en train, on loue ses skis ou son matériel sur place, plutôt que de l'acheter, car là aussi, on pollue moins en procédant ainsi. Et quand on est sur place, il faut aussi faire attention à son comportement. Exactement, parce que la plupart des gens, une fois qu'ils sont à la montagne, ils partent skier, ils vont dans les sommets et ils pique-niquent quand il fait beau. Et ils finissent par laisser sur place leurs déchets. On enfouit tout sous la neige, on se dit ni vu ni connu, ça ne se verra pas, sauf que la fonte des neiges, les dégâts sont énormes, catastrophiques sur la nature, sur la flore et la faune, bien évidemment. Alors, quelques exemples très concrets. Sachez que si vous laissez ne serait-ce qu'un chewing-gum dans la neige, il va mettre 5 ans à se résorber dans la nature. Si vous laissez un mégot de cigarette, là, c'est 15 ans. Voilà. Incroyable. 450 ans pour un emballage, tout simplement. En plastique. Voilà. 500 ans pour une canette. Ouais. Alors là, je ne vous parle même pas. Et puis, ça peut aller jusqu'à 1000 ans pour une bouteille en plastique. Donc, même en vacances, bien évidemment, on adopte des gestes en respectant la nature. Et puis, sachez qu'en 2012, plus de 7000 bénévoles se sont mobilisés sur près de 100 spots en France et à l'étranger. Et ils ont ainsi récolté plus de 50 tonnes de déchets, ce qui est juste colossal. Bien sûr, c'est un exemple à suivre. C'est une question de bon sens. Bien entendu.
entendu, Carole, et puisque toute l'équipe de 9h50 le matin va partir au ski, parce que malheureusement, pendant 5 semaines, nous n'allons pas être là. Il y a les JO, évidemment, en Corée du Sud qui vont commencer dans quelques jours. 9h50 le matin prend quelques vacances. On va partir tous ensemble au ski et on appliquera évidemment à la lettre tous les conseils que vous venez de nous donner, avec bien entendu un parapluie pour éviter les tempêtes de neige. Ce matin, Héloïse nous a permis justement de découvrir des parapluies traditionnels qui sont fabriqués à Blois. Oui, et en fait, on a parlé de parapluie depuis tout à l'heure, mais on fabrique aussi des ombrelles ici. La preuve, j'en ai une dans mes mains. Vous voyez, elle est très très jolie, un petit brin de dentelle aussi. Et un traitement anti-UV, évidemment, c'est ce qui va faire la différence avec les autres parapluies. Je voulais aussi vous montrer une chose, le manche que j'ai entre mes mains, la poignée en fait, ça c'est un tourneur sur bois qui travaille avec vous, Nathalie. Vous essayez de faire travailler un petit peu les autres artisans locaux ? Pas de souci. Là, on a vraiment trouvé un tourneur à côté de Chambord, donc il peut nous faire ce genre de poignée. Ouais. D'accord. Donc, c'est sympa. Des envies, des idées un peu folles que vous pensez réaliser là bientôt ? Plein d'idées dans votre tête. C'est ça, j'en ai trop, plus de dentelle, peut-être avec une petite fenêtre plastique, ce que je faisais et que je n'ai plus pour le moment. Après, les clients ont des idées. Donc, c'est aussi les idées des clients en priorité. Voilà, on me soumet des idées, des demandes de photos, de mélange de tissus. Donc là, voilà, la priorité à ces créations-là. Ouais, il y a plein de gens qui leur envoient des demandes un petit peu folles, un petit peu rigolotes assez souvent. Et il n'y a pas de problème. Nathalie, elle y répond sans aucun souci. Si c'est faisable, on le fait. Alors Héloïse, moi j'ai une demande un peu folle. La maison des parapluies.com. Oui, avant de nous dire le site internet, évidemment, j'ai quand même une demande un peu folle parce que tout à l'heure, on m'avait présenté un parapluie avec des cœurs. Donc pour la Saint-Valentin, j'aimerais offrir ce parapluie, mais je ne sais pas quel est son prix. Alors justement, oui, tiens, en termes de prix, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de temps de travail dessus. C'est variable, évidemment. Vous allez me dire, ça dépend des modèles. Du travail. Ouais. Après, ça va du modèle enfant qui est à 35 jusqu'au très grand avec photo qui va jusqu'à 100 €. D'accord. Voilà, on dépasse rarement ce tarif-là. Après, c'est suivant le modèle et le travail. Effectivement, sur un modèle où je pose de la dentelle, ça prend un peu plus de temps. Donc, et puis, il y a une matière qui est peut-être un peu plus coûteuse aussi au départ. Dans tous les cas, ce que Nathalie m'a dit, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter à venir pousser la porte ici, venir papoter avec elle, venir la voir travailler. C'est ouvert ici, alors toute la semaine, sauf le lundi matin et le dimanche, évidemment, elle a le droit de se reposer un petit peu. Merci beaucoup Héloïse, et évidemment on peut retrouver tout cela sur le site internet lamaisonduparapluie.com. Merci d'avoir été avec nous Héloïse, on est un peu triste de vous quitter parce que je le disais tout à l'heure, jusqu'au 19 mars, 9h50 le matin prend quelques vacances en raison des Jeux Olympiques. Mais avant demain, évidemment, ne manquez pas les meilleurs moments où on parlera notamment de la truffe du Berry, un produit évidemment de notre gastronomie du Val-de-Loire que l'on prend plaisir à savourer. Voilà, excellente fin de journée sur France 3 Centre Val-de-Loire. Merci de votre fidélité et n'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux sociaux pour voir et revoir toutes les émissions. Rendez-vous le lundi 19 mars. Merci Mini, merci Carole. À très vite.